Donc, le but de ce webinaire, c'est de parler de l'immobilier en Floride, de vous donner nos conseils pour investir. Et je vais commencer avec tout simplement la première diapositive. J'appelle ça diapositive, c'est un peu intervention, mais, où on va se présenter. Je vais laisser l'honneur à Daphné de se présenter. Oui, est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon. Ça a l'air bon. Donc, bonjour, je suis Daphné Vergeot-Perret. Je suis plus spécialisée dans l'immobilier résidentiel, location longue durée et courte durée. Je m'occupe de vous faire visiter des biens, de vous aider à les choisir, de vous conseiller dans l'expérience. Ça fait 11 ans que j'habite aux États-Unis, 25 ans que je suis mariée à mon mari et, 3-4 ans que je travaille plus dans l'immobilier avec lui. Voilà pour ma présentation. Je laisse parler Sylvain maintenant. Bon, je rectifierai juste 20 ans qu'on est mariés, 25 ans qu'on se connaît. Mais bon, ça, c'était pour l'anecdote. Alors, donc voilà, Sylvain Perret. Je suis donc real estate broker, ce qui signifie agent immobilier, mais avec les licences complètes de broker, tout comme Daphné, qui a sa licence complète. On expliquera un petit peu plus loin pourquoi on parle de ça. Depuis 11 ans à Orlando aussi, et pour cause. Création sous différents noms, mais création en 2010 de Objectif USA, qui s'appelait avant Sylvain Perret Consulting, qui s'appelait Mon Oncle d'Amérique, qui est devenu Objectif USA, avec donc où l'activité première était l'accompagnement d'entreprises françaises qui s'installent aux États-Unis par rapport à la vente d'entreprises, achat, vente d'entreprises, business plan, etc. Là-dessus, par rapport à la demande de nos clients, c'est rajouté la dimension immobilier assez rapidement. Donc est apparu Objectif USA immobilier. Et donc, dans ce contexte-là, Daphné, qui aura plus la fibre effectivement immobilière dans le sens choix des quartiers, choix des maisons. Donc, Daphné s'est rajoutée et elle aussi devenue broker. Sachant que moi, j'ai plus la fibre financière, 20 ans de banque, 20 ans d'accompagnement d'entreprise. Donc, on se complète. Daphné sera plus effectivement vous conseiller sur les biens en eux-mêmes, et moi, je serai plus vous conseiller sur la qualité de l'investissement. Je pense que ça se retranscrira un petit peu dans le webinaire qui va suivre. Alors, merci à Baptiste qui, j'espère, assiste en ce moment. Il se signalera dans le chat, je l'espère. Baptiste qui nous a aidé à mettre au point ce webinaire, à vraiment formaliser ce webinaire, et qui est stagiaire en Bachelor in Business à EM Lyon, École Management de Lyon. École de management, certainement, de Lyon. Ensuite, merci à vous tous qui êtes présents. 100 inscrits, un peu plus même. On pensait qu'on était limité à 100 et en fait, non, on n'est pas limité à 100. Donc, on a un peu plus de 100 inscrits. Ça sera environ 1 heure hors questions. Les questions, on vous les laisse poser dans le chat au fur et à mesure. Vraiment, une question vous passe par l'esprit, mettez-la dans le chat. À la fin, on reprendra le chat et on passera en revue toutes vos questions. Je pense qu'il y en aura, donc voilà. Alors. Cette fois-ci, c'est un résumé un petit peu de ce qui va se passer. Donc, on va vous présenter l'investissement en Floride en parlant des différents secteurs de la Floride et des différentes, du coup, caractéristiques, que ce soit dans la location, dans les bâtiments, etc. On vous expliquera aussi les différences d'un immeuble, d'une maison, d'un condo et les points à faire attention. L'intérêt de se faire accompagner par un agent immobilier, les règles, les petits pièges avec les règles de copropriété et en Floride. Faire une home inspection ou une hurricane inspection, qu'est-ce que c'est et pourquoi les faire faire? Qu'est-ce que ça va vous coûter au moment de l'achat?
Et ensuite, on va parler plus généralement sur le côté investissement, c'est-à-dire quelle rentabilité attendre d'un bien, comment le calculer aussi, parce qu'on peut mettre tout et rien dans un calcul de rentabilité. Comment est-il possible d'emprunter pour acheter son bien, confier son bien à un property manager, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi faut-il faire attention, assurer son bien immobilier en Floride, faire réaliser sa déclaration d'impôt par un comptable et enfin, nos derniers petits conseils et une partie questions-réponses. Voilà un petit peu les différents sujets qu'on va aborder durant cette réunion. Voilà, je laisse attaquer Sylvain avec quelle ville, quel quartier. Ah, je ne retrouvais pas le bouton pour reprendre le son. Alors, quelle ville, quel quartier, bien choisir la ville et le quartier où investir. Bon, la Floride, c'est quand même grand. Ça, au niveau de la surface, c'est à peu près la moitié de la France. C'est des zones urbaines et des zones rurales. La population est quand même globalement centralisée autour de quelques grandes villes. Miami, Orlando, Tampa. On pourrait rajouter Jacksonville, Gainesville et Tallahassee. Maintenant, on se focalise plutôt sur ces trois marchés-là, qui seront les trois plus gros marchés de la Floride. Alors, déjà, globalement, la Floride, c'est le troisième État le plus peuplé des États-Unis, derrière la Californie et le Texas. On est passé devant New York il y a 4 ou 5 ans de ça, et l'écart se creuse. C'est-à-dire que très concrètement, en ce moment, la Floride reçoit des habitants de partout. Pour différentes raisons qu'on évoquera plus tard, mais fiscalité, climat, on reçoit des gens de partout. Donc, New York et la Californie ont quand même plutôt tendance à se vider. La Floride à se remplir. La Floride et le Texas, d'ailleurs, à se remplir. Voilà. C'est un État avec vraiment très, très dynamique en termes de création d'emplois, de mouvements démographiques. Et ça, c'est des données à connaître sur les villes sur lesquelles vous souhaitez investir. Il y a plein d'éléments à trouver. Donc ça fait partie de notre accompagnement. Hein, quand vous allez sélectionner une ville ou un quartier, de vous dire ce quartier-là, il est dynamique parce que voilà, il y a tel et tel employeur autour. Le revenu médian des ménages, il est de tel niveau. Donc on a énormément accès à énormément de statistiques aux États-Unis pour déjà, à distance, pouvoir avoir quand même une idée dans quoi on investit. Alors en plus, à distance, aujourd'hui, avec des outils comme Google Maps, vous en voyez quand même déjà pas mal, mais Google Maps, c'est juste, j'allais dire une image, hein. Nous, on vous donne des chiffres. Alors concernant les quartiers, un des éléments primordiaux, ça va être la classification des écoles. Les écoles en Floride, dans les États-Unis, les écoles sont classées par le département d'éducation et sont classées de A à F. Très concrètement, pour de l'investissement locatif, ça ne sera pas nécessairement vrai pour des résidences principales ou secondaires. Là, votre choix sera différent. Mais pour de l'investissement locatif, connaître la note des écoles autour de votre investissement, c'est quelque chose de primordial. Donc là aussi, on a accès à toutes ces données-là. Et attention, on insiste bien sur une note de A à F et pas une note de 1 à 10. La note de A à F, c'est une note qui est officielle et qui est donnée par le département d'éducation. De 1 à 10, c'est des espèces de sites qui classent les écoles, généralement sur l'avis des élèves. Donc, c'est peut-être pas nécessairement super représentatif. Alors, les villes. Alors bon, la plus grande ville, ça reste Miami. Hein. Donc, bah, c'est une ville extrêmement agréable. On a un climat subtropical, on a une ambiance quasi caribéenne. Miami, c'est très très grand. C'est difficile de généraliser quand on parle de Miami parce que c'est une mégapole. Quelque part, on peut dire que Fort Lauderdale fait partie de Miami. En fait, tout se touche. Donc j'appellerais plutôt ça effectivement le Southeast Florida. Donc la Floride du Sud-Est. Et là, c'est un ensemble de micro-marchés. Bon, ce qu'on peut dire par contre généralement quand même, c'est que les prix ont fortement monté dans ces derniers mois et qu'en matière d'investissement locatif, pour le coup, c'est quelque chose à regarder de près. Si c'est pour une résidence secondaire, très clairement, c'est très très agréable. Et après, chacun ses choix, chacun ce qu'il préfère. Hein. Orlando, bah, c'est notre marché locatif pour le coup de prédilection. C'est pourquoi le marché locatif de prédilection, parce que c'est là où le rapport loyer sur prix d'achat nous semble le plus intéressant. C'est un quartier, c'est une ville qu'on connaît le plus, tout simplement parce qu'on y habite depuis 11 ans, on connaît chaque rue, chaque quartier.
Donc, on sait très exactement, très parfaitement où vous inciter à investir, toujours pareil, dans le locatif. Pour la résidence principale, encore une fois, il y a les quartiers, d'ailleurs, résidence principale, ne seront pas obligatoirement les mêmes que les quartiers pour le locatif. Résidence principale, Kissimmee, Winter Park seront des coins extraordinaires, pas obligatoirement super porteurs pour le locatif par rapport au prix d'achat. Tampa, bon, alors c'est un marché plus abordable, c'est un marché plus hétéroclite peut-être, peut-être des quartiers, certains quartiers plus difficiles, donc à être prudent quand même. Maintenant, par exemple, le sud de Tampa, des quartiers comme Hyde Park ou des choses comme ça, c'est très très intéressant. Et puis autour de Tampa, on va avoir d'autres villes comme Sarasota ou Saint-Pétersbourg, qui sont des villes extrêmement intéressantes pour y vivre. Pour le locatif, pourquoi pas aussi. Mais en tout cas, une ville comme Sarasota, comme Venise, un petit peu en dessous, comme Saint-Pétersbourg, c'est des coins vraiment, vraiment magnifiques, très très intéressants pour y vivre. Alors là, je vais laisser la parole à Daphné. Je vais vous parler effectivement de type de biens immobiliers. Donc, classique, maison individuelle, l'immeuble, l'appartement, la maison mitoyenne. Alors, bon, chacun va avoir des avantages et des inconvénients et va être plus présent dans certains secteurs. Vous me dites Miami, je vais vous dire condo, parce qu'il y a quand même un choix énorme de condos par rapport à des maisons sur Miami. Vous me dites Orlando, Orlando c'est une ville plate. Donc en fait, vous allez trouver beaucoup plus de maisons et assez peu de condos sur Orlando. Après, chacun va avoir ses petits inconvénients, avantages, inconvénients. La maison individuelle, c'est vous qui entretenez tout. Je parle de l'espace vert, du toit, de repeindre les murs, extérieurs, j'entends. Là, c'est vous qui êtes en charge. Si vous avez un appartement ou une maison mitoyenne, c'est souvent la copropriété qui va être en charge d'entretenir le toit, les murs extérieurs, par opposition. Donc, en fait, c'est vrai que c'est vraiment un calcul et un raisonnement à voir en fonction de là où vous voulez investir et de ce qui va être plus ou moins à votre charge, de le retranscrire dans votre calcul de rentabilité pour être sûr de ne pas avoir de surprise. Donc, voilà un petit peu les différents types de biens. Après, vous allez avoir les différences entre résidence principale et résidence secondaire. Là aussi, ça ne va pas forcément être dans le même secteur ou dans le même type de bien. Mais là, je laisse parler Sylvain. Alors, résidence principale, résidence secondaire, il va y avoir une notion, alors ça peut être votre résidence principale, votre résidence secondaire, mais ça peut être aussi la résidence principale de votre locataire ou une résidence secondaire type vacances dans laquelle vous venez par moment et vos locataires viennent par moment. Alors là-dessus, justement, on va scinder en deux catégories. Pour revenir sur le locatif, on a le locatif classique et le locatif saisonnier. Alors, le locatif classique, c'est vraiment la location telle qu'on la connaît en France, c'est-à-dire vous louez à l'année, sauf qu'on dit bien à l'année, pourquoi? Parce que les baux sont d'une durée d'1 an. Généralement, ils doivent être d'une durée minimum de 7 mois, mais généralement sur le locatif classique, on fait des baux d'une durée d'1 an. C'est assez peu réglementé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les loyers, vous pouvez les augmenter entre deux locataires sans aucun problème. Il n'y a pas de réglementation pour augmenter les loyers. Typiquement, là, un de nos clients a eu une très bonne surprise cette semaine parce qu'il avait acheté une townhome à Oviedo. Oviedo, c'est la ville au nord d'Orlando où il y a UCF, University of Central Florida. Donc, il avait acheté une townhome à 218 000 $ l'année dernière. Il l'avait mis en location à 1006. Son locataire est parti. Ça, ce n'est pas nécessairement une bonne surprise. La bonne surprise, par contre, c'est que le nouveau locataire, de 1600, on est passé à 1750. Parce que les loyers ont pris quasiment 10% en un an à Orlando. Donc, le bien est parti aujourd'hui à 1750 $. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi qui vous encadre. Même chose sur le locatif classique, il n'y a pas d'impayé. Pourquoi il n'y a pas d'impayé? Parce qu'un locataire qui ne paye pas, il est dehors en un mois. Donc, globalement, ils n'ont pas intérêt à être dehors en un mois parce que leur credit score va être très fortement dégradé. Leur credit score, c'est une note qui leur permet
d'obtenir des crédits ou même de louer des biens, s'ils se font expulser, ils ne pourront pas retrouver à louer derrière. Donc ça, c'est les gros avantages du locatif classique. Dans les éléments, donc il faudra étudier le quartier, il faudra étudier le type de bien pour l'entretien. C'est là qu'on aime bien la townhome, justement, la maison mitoyenne. Il faudra regarder le nombre de chambres. Typiquement, le bien le plus central, c'est quand même 3 chambres pour une famille avec 2 enfants. C'est là où il y a le plus gros de la demande. 2 chambres, ça sera un peu plus difficile à louer. 4 chambres, ça c'est un petit peu plus difficile à louer. Difficile entre guillemets. Très clairement, où ça va devenir compliqué, c'est le 1 chambre ou le 5 ou 6 chambres. 5 ou 6 chambres, il y a assez peu de demandes. Hein. On va être sur des biens plus chers, il y a assez peu de demandes et généralement les locataires ne restent pas très longtemps. Donc globalement, notre conseil pour le locatif classique, c'est notre conseil central, ça va être plutôt une townhome, plutôt 3 chambres. Locatif saisonnier. Le locatif saisonnier, c'est le locatif vacances. Alors, intéressant si vous voulez par exemple venir passer 3 mois par an aux États-Unis et le reste du temps remplir votre bien. Par contre, attention, ça n'est autorisé que dans quelques quartiers. Et attention, ici, il ne faut pas faire ce qui n'est pas autorisé. C'est-à-dire que les pénalités sont vraiment confiscatoires. Donc, vous n'avez pas envie d'avoir les pénalités du county qui peuvent aller jusqu'à 40 000 $ par jour. Donc, concrètement, vous achetez un bien pour le mettre en location courte durée, on s'assure, et c'est notre job, qu'il soit dans un quartier qui autorise la location courte durée, qu'il soit dans une communauté, lotissement, qui autorise la location longue durée, courte durée. Parce qu'en fait, là aussi, le quartier peut l'autoriser, mais la communauté l'interdire. Il y a des travaux en ce moment dans notre building, j'aimerais bien qu'ils ne les commencent pas maintenant, par contre. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un point primordial. Est-ce que le locatif saisonnier est rentable? Il peut l'être, mais généralement, nos clients qui investissent dans du locatif saisonnier, la plupart du temps, c'est surtout parce qu'ils veulent l'utiliser une partie de l'année. On a par exemple des gens qui viennent jouer au golf. Il y a beaucoup de golf à Orlando. Donc, des gens qui viennent jouer au golf 2 à 3 mois par an. Le reste du temps, ils veulent que ça soit occupé pour que ça paye au minimum leur charge. Parce que ça peut être dans des resorts, des sortes de... Vous pouvez acheter un appartement dans un complexe immobilier dans lequel il y a des services superbes. Vous avez des piscines magnifiques, plusieurs piscines avec des espaces pour les enfants, des tennis, etc. Bon, tous ces services, c'est bien, ça a un coût. Donc, si votre bien il est vide et que vous avez 600 ou 700 $ de charges de copropriété mensuelle, c'est quand même pas facile. Enfin, c'est pas obligatoirement facile à supporter. Si vous pouvez le louer, c'est tant mieux. Vraiment, la chose qu'il faut retenir de ce point-là, c'est de s'assurer que quand vous achetez quelque chose pour du court terme, ça soit dans une zone où le court terme est autorisé. Zone et communauté. Alors. Oui, alors effectivement, la Floride en général, c'est vrai que vous allez avoir des raisonnements un petit peu différents en fonction de si vous voulez plutôt une mer qui bouge un petit peu, tourner surf côté côte ouest, côte est. Si vous voulez une mer plutôt calme et tranquille côté est de la Floride. Si vous êtes, voilà, ouais, ça y est, je suis perdue. C'est vrai que ça va être vraiment en fonction de ce que vous recherchez, ce que vous voulez. Ça ne va pas être non plus le même budget en fonction du secteur où vous serez. Vous pouvez être un petit peu en centrale, à côté d'Orlando et de ses parcs aussi. Vous avez vraiment tout un choix avec la Floride qui est vraiment très important. Après, c'est vrai que c'est vraiment au cas par cas. Qu'est-ce qui vous intéresserait le plus? Sur quoi vous êtes plus intéressé? Et comment le choisir. Mais voilà, c'est vrai que ça vous donne un petit peu des idées. Bon, là, c'était une jolie photo pour vous faire rêver un petit peu de plage, une jolie photo de Miami Beach. Mais voilà, après, c'est vraiment vous, en fonction de vos choix, ce que vous recherchez et ce que vous voulez. Et ensuite, on affine un petit peu vos recherches. Voilà de mon côté. Ensuite, c'est à Sylvain de présenter l'agent immobilier. Alors, se faire aider l'agent immobilier. Alors, à savoir que aux États-Unis,
Ça, c'est aux États-Unis en global. 89% des transactions passent par un agent immobilier. Là, vous voyez le logo de Orlando Regional Realtor Association. Alors, Realtor, c'est souvent un mot qui est utilisé pour parler d'un agent immobilier. En fait, le nom d'un agent immobilier, c'est un Real Estate Agent ou un Real Estate Broker. Je l'expliquerai un petit peu en dessous. Realtor, pourquoi on utilise ce mot-là? En fait, Realtor, c'est la plus grosse association d'agents immobiliers des États-Unis. Par exemple, l'association Realtor de Floride a 200 000 membres. Il y a 200 000 membres de l'association Realtor en Floride. Et en fait, c'est l'équivalent, ça serait l'équivalent de la FNAIM. D'ailleurs, Realtor est en communication récurrente avec la FNAIM. Donc, Objectif USA Immobilier est membre de Realtor, bien sûr. On est aussi membre d'ailleurs de la FIAPSI, qui est la Fédération internationale des agents immobiliers, qui est un peu l'équivalent de la FNAIM au niveau international, dont le siège d'ailleurs de la FIAPSI est à Paris. Alors, il y a deux niveaux, entre guillemets, d'agents immobiliers que vous pouvez rencontrer. Vous avez un Real Estate Sales Associate. Donc ça, j'allais dire, c'est le premier niveau. Donc, c'est quelqu'un qui a fait environ 70 heures de formation, plus encore une autre formation dans les 2 premières années, mais qui travaille pour un broker. Il n'est pas indépendant, il travaille pour un broker. Il ne peut pas avoir sa propre agence immobilière. On a, Daphné et moi, commencé comme Real Estate Sales Agent, puisque de toute façon, il faut avoir 2 ans en tant que Real Estate Sales Agent pour pouvoir présenter la licence de, cette fois, Real Estate Broker. Donc, Real Estate Broker, cette fois, c'est le niveau au-dessus. C'est encore après d'autres formations assez exigeantes que vous pouvez devenir Real Estate Broker. Et Real Estate Broker, vous pouvez avoir votre propre agence. Donc, Objectif USA Immobilier est Real Estate Broker. Nous avons donc 2 brokers dans l'agence, Daphné et moi, et nous avons aussi un Sales Associate qui n'est pas présent aujourd'hui, Francisco, mais simplement parce que lui adresse le marché hispanique. Voilà. Tout simplement parce qu'on ne parle pas espagnol, ou très mal, ou très très mal. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? En tout cas, on vous conseille de vérifier que la personne qui est en face de vous a bien une licence, la moindre des choses. Mais si vous allez sur le site du Florida, ça s'appelle My Florida License. My Florida License, c'est le site du DBPR, le Bureau des régulations professionnelles. Département, je ne sais plus, le B c'est Bureau et Professional Regulation. Bon, si vous allez sur le site du DBPR qui s'appelle My Florida License, vous pouvez vérifier avec le nom et le prénom de la personne si la personne a une licence, mais vous pouvez même aller voir s'il y a eu des plaintes sur sa licence. Ça, je vous conseille de le faire, parce que si vous devez travailler avec quelqu'un qui a... Alors, une plainte, ça peut arriver, hein, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, on n'en a pas, ni Daphné, ni moi, ni Francisco, personne n'a de plainte sur nos licences chez Objectif USA Immobilier. Mais en tout état de cause, c'est bien d'aller voir. Si vous tombez sur quelqu'un qui a toute une liste de plaintes et qui se ressemble, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée que de faire affaire avec cette personne. Après, un autre point que je souhaiterais préciser, parce qu'on le voit sur Orlando, par exemple, il y a des intervenants qui ne sont pas agents immobiliers. À savoir, ce sont plus ou moins des particuliers qui prennent le statut de marchand de biens, ça existe en France aussi, hein, qui prennent le statut de marchand de biens, c'est-à-dire que, d'ailleurs, ou pas, ils peuvent le faire en tant que particulier complet, mais ils peuvent prendre un statut de marchand de biens professionnel dans lequel où ils vont acheter des biens et les revendre. Là, il n'y a pas besoin de licence pour faire ça. Par contre, attention, parce que qui dit acheter des biens et les revendre, dit forcément, pour gagner sa vie, prendre une marge. Très concrètement, aujourd'hui, en Floride, je ne vois pas dans quel marché de Floride il y a une marge possible en achat-revente. Alors, le seul cas, ça serait acheter des choses vraiment dégradées, les retaper et les revendre. Sauf que ce marché-là, il n'y a quasiment plus rien. D'abord, il y a des très gros qui font ça, des très très grosses entreprises américaines, et je vais être dur, quand un petit marchand de biens peut acheter un bien où il y aurait de la marge à faire,
c'est généralement qu'il y a un problème sur le bien et qu'il ne l'a pas vu, parce qu'il y a quand même du monde sur la place. Donc moi, aujourd'hui, dans certains États, dans certains marchés, il y a peut-être encore un marché pour ça. Encore faut-il être prudent. Mais très clairement, en Floride, le modèle économique de achat-revente, ou alors, vous achetez et vous revendez au-delà du marché. La problématique, elle est que votre client, entre guillemets, il se fait avoir, parce que le jour où il voudra revendre le bien, ça va être compliqué parce qu'il l'a acheté au-delà du marché. Ici, tout étant totalement transparent, si un bien il vaut 150, si tous les biens du même titre autour du vôtre se vendent 150, si vous l'achetez 180, parce que le marchand de biens a fait sa marge de 30 000, dans quelque temps, ça va être difficile de le revendre avec une plus-value. Donc voilà, donc très clairement, assurez-vous. Et aussi, encore, je rajouterai une couche à ce niveau-là, c'est par rapport aux gens qui font de la location, de la gestion locative sans licence. Là, c'est encore, on est dans une autre case, parce que là, c'est illégal. La gestion locative sans licence, quand vous faites de la gestion locative, ce qu'on fait, les fonds de vos clients, à savoir les loyers, les dépôts des locataires, tout ça doit être sur des comptes séquestres à part, et c'est très, 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 très encadré. Parce que les fonds des locataires et les loyers des biens, ils ne nous appartiennent pas en tant qu'agence, ils appartiennent à nos clients. Les dépôts appartiennent aux locataires, les loyers appartiennent aux propriétaires. Et là, très concrètement, des gens qui feraient ça sans avoir une licence activée auprès du DBPR, là, par contre, c'est vraiment carton rouge. J'enlève mon micro. Voilà. Alors, les données partagées aux États-Unis et en Floride, vous avez un système d'une énorme base de données. Tous les agents de toute la Floride, quand ils ont un bien à vendre, ils vont le mettre sur cette grosse base de données. Et tous les agents immobiliers de la Floride qui ont des acheteurs avec eux vont regarder sur cette base de données. Comment ça va se passer? C'est qu'en fait, après, nous allons avoir un système de cobrocage. Vous allez avoir l'agent du vendeur qui va défendre les intérêts du vendeur, l'agent de l'acheteur qui défend les intérêts de l'acheteur, et on travaille en collaboration. Et ensuite, à la fin, la commission des agents est divisée en deux. Mais l'avantage, c'est que là, nous sommes ici pour défendre vos intérêts, l'autre agent est là pour défendre les intérêts du vendeur, et on se retrouve au milieu. Vous n'avez pas de déséquilibre où effectivement vous avez une seule personne au milieu qui soutient peut-être plus le vendeur ou plus l'acheteur. Donc ce système-là permet une énorme base de données qui vous permet d'avoir accès à tous les biens en vente sur cette base de données. Si le bien n'est pas en vente sur cette base de données, il faut se méfier. Soit c'est l'agent du vendeur qui n'a pas envie de le mettre sur le MLS, soit l'agent du vendeur n'est pas autorisé à accéder à cette base de données. Enfin, voilà, vous avez une grosse base de données pour les professionnels de l'immobilier. Donc, vous devez avoir accès à cette base de données. La façon la plus simple de France où vous pouvez accéder à cette base de données, c'est d'aller sur realtor.com. C'est la plus à jour. Et donc, avec realtor.com, vous allez sur cette base de données et vous accédez à tous les biens en vente sur le marché ce jour-là. Voilà, donc c'est avec cette base de données qu'on fonctionne. On a un accès un petit peu plus poussé en tant que professionnel, mais c'est avec cette base de données qu'on fonctionne. Et c'est comme ça que vos biens sont mis en location et que vous pouvez trouver des biens à vendre ou vous pouvez vendre vos biens. Voilà comment on fonctionne et comment fonctionne cette base de données qu'on appelle le MLS en Floride et qui fonctionne aussi pour les autres États des États-Unis. Voilà. Ensuite, je vais juste rajouter un point là-dessus. C'est que cette base de données donc, va vous permettre de comparer les prix d'un bien. Vous achetez un bien de tel type, vous allez pouvoir voir les prix correspondants du bien du même type. Donc, ça vous permettra de voir à quel niveau faire votre offre. Et l'autre élément, c'est que ça nous permet aussi de voir les loyers. Alors, c'est moins bien rempli que la partie prix d'acquisition. Enfin, ça donne quand même globalement une très, très bonne indication. Donc, quand on vous dit tel bien à tel endroit, aujourd'hui, il est à 285 000.
on peut voir les biens autour à quel prix ils sont vendus, et on peut en même temps, à la même adresse, voir les biens dans un rayon de 400 mètres à combien ils se sont loués. Donc, vous ne partez pas dans l'inconnu. Et ça, en plus, on partage l'écran avec vous. Vous avez vraiment une info transparente et complète. Alors, attendez, c'est moi qui suis un petit peu en retard, oui. là. Voilà. On va passer à la suivante. Les règles de copropriété. Alors, beaucoup de biens aux États-Unis en global sont à l'intérieur d'une copropriété. Alors, ça peut être une copropriété horizontale, une copropriété verticale. Horizontale, c'est un lotissement. Verticale, c'est un immeuble. Donc, c'est important de connaître les règles de la copropriété, parce qu'attention, c'est beaucoup plus... ça peut être beaucoup plus intrusif que ce qui est autorisé en France. Typiquement, vous allez avoir des copropriétés où vous ne pourrez pas acheter un bien si vous avez moins de 55 ans. Parce que c'est des copropriétés pour les gens de plus de 55. Voilà, tout simplement. Vous ne pourrez d'ailleurs même pas recevoir des moins de 55 ans pour la nuit. Donc, vous ne pouvez même pas recevoir vos enfants. Vous avez des copropriétés où les animaux sont totalement interdits. Vous avez des copropriétés où le locatif est interdit. Donc, vous achetez un bien, c'est uniquement pour l'usage pour vous. Donc, vous avez des copropriétés, vous avez des règles. Il y a un site d'ailleurs qui recense les règles de copropriété les plus idiotes. Il y a vraiment des fois des règles de copropriété, il faut dire ce qui est assez... Alors, on va vous donner un exemple, parce que nous, on vit dans une copropriété à Orlando depuis 10 ans. Il y a une règle qui nous pose quand même un petit problème assez régulièrement, c'est qu'on n'a pas le droit de laisser dans notre copropriété de véhicules sur la rue la nuit. Entre minuit et 6 heures du matin, il ne doit pas y avoir de véhicules sur la rue. Ils doivent être dans notre entrée ou dans notre garage. La problématique, c'est qu'on a dans notre maison, on est 5, on a 3 enfants, et sur les 3 enfants, il y en a 2 qui ont une voiture, plus nous 2. Résultat, on a 4 voitures dans l'entrée. Donc régulièrement, on fait des mouvements de voitures. On sort les voitures devant, il y en a un qui se met sur la rue. S'il oublie de la rentrer la nuit, le lendemain matin, la voiture, elle n'est plus là. On a aussi eu le phénomène Cendrillon, où effectivement, on invite des amis qui restent le soir, et puis on discute, vous savez, on est français, autour d'un bon verre et tout, et puis passe minuit, et là, minuit 5, en fait, notre ami s'est fait prendre sa voiture qui était sur la rue, parce que effectivement, on avait dépassé l'heure et qu'on n'avait pas signalé au HOA que ce soir-là, on risquait d'avoir des invités un peu tard. Donc, voilà, des règles. Coûté $250. Voilà, des règles un petit peu complexes. Il faut vérifier au moment de l'achat les règles des HOA. Ça peut être important de savoir. Ensuite, je laisse Sylvain continuer. Voilà, alors ça c'est la première partie, connaître les règles de la copropriété, s'assurer qu'elles vont correspondre à l'usage que vous voulez en faire. Bon. La deuxième partie, alors j'ai parlé tout à l'heure de copropriété verticale et de copropriété horizontale. Donc quand on va parler de copropriété verticale, ça va être un immeuble, et là, au lieu de s'appeler HOA, Homeowners Association, Home Owner Association, HOA, on va parler de condo association, condo appartement. Donc, condo association, c'est la copropriété de l'immeuble. Alors là, c'est plus encadré parce que, pour le coup, cette copropriété est propriétaire des murs. Quand vous achetez un condo, vous achetez l'intérieur du condo. C'est pareil en France. Hein. C'est pareil en France. Une copropriété, c'est elle qui est en charge de l'entretien des murs. Mais complet. Et elle a d'ailleurs la propriété des murs. Bon, ici, c'est pareil. Une condo association, elle est propriétaire des murs. Donc, il faut s'assurer de sa santé financière quand vous achetez un condo. Et par rapport à ça, vous avez d'ailleurs une règle où vous êtes protégé 3 jours après la signature, enfin pas 3 jours après la signature, tant que le realtor ne vous a pas fourni les documents légaux, la liste des documents légaux sur la condo association, tant que vous ne les avez pas, vous pouvez annuler. Et 3 jours après que vous les ayez eus, normalement, vous devez signer un document comme quoi vous avez reçu tous les documents de la condo association. Pendant les 3 jours qui suivent, vous pouvez tout annuler sans frais. Pourquoi ? Parce qu'en l'occurrence, on vous conseille de regarder la santé financière de la condo association. On a eu un cas à Orlando, des appartements qui, sur le papier, semblaient alléchants. Des 2 chambres dans une copropriété qui s'appelle Cascade et qui étaient dans les $70 000 et qui étaient complètement
en décalage avec le reste du marché. Bon, très concrètement, déjà, quand un bien est en décalage avec le reste du marché, il y a une question simple à se poser, c'est pourquoi il est en décalage. Donc là, en général, nous, on cherche. Quand on voit un bien qui n'est pas vendu, qui manifestement sur le papier semble être une super affaire, si personne n'a pris le truc, quand même se poser la question pourquoi. Et là, concrètement, sur cette copropriété-là, bah, il y a eu un gros sinistre. Il s'est avéré que ce sinistre a eu lieu à un moment où la copropriété n'était pas très bien et ils étaient non couverts par une assurance. Et résultat, bah, il y avait eu un 400 000 $ de sinistre. Et là, ils étaient en train de faire ce qu'on appelle un special assessment, c'est-à-dire demander à tous les copropriétaires de remettre 10 000 $ au pot pour couvrir ces travaux-là. Je peux vous dire que ça ne passe pas nécessairement bien, ça. Tout simplement parce qu'en fait, bah, ils étaient mal assurés au moment où le sinistre a eu lieu. Donc, regardez impérativement la santé financière de la copropriété. Regardez qu'elle n'ait pas de procès. Il y a un autre cas comme ça, où on a des clients qui ont failli acheter un appartement et on s'est rendu compte qu'il y avait des procès. On a creusé les procès. Alors la condo association nous disait que de toute... Et ça, on parle de ça, c'était il y a 2 ans. Hein, que de toute façon, le procès allait être gagné très bientôt. Bon, bah, 2 ans après, ils n'ont toujours pas gagné. Hein. Donc voilà, quand il y a des doutes comme ça, de toute façon, par prudence, il ne faut pas y aller. Nous, concrètement, on est vraiment sur les acquisitions de biens simples sur lesquels il n'y a pas ce type de problématique-là. Alors, la home inspection, je vais même faire 2 sujets, la home inspection et la wind mitigation. Alors, la home inspection, c'est une inspection que l'on recommande très fortement de faire au moment de l'achat. Ça consiste à faire venir en France, vous allez avoir tous les diagnostics immobiliers, mais aux États-Unis et en Floride en particulier, c'est à l'acheteur de faire son inspection. Donc en fait, quand vous faites une inspection, vous avez un professionnel qui va vérifier le sol, les murs, le toit, mais aussi les normes électriques, les normes, si tout au point de vue eau est au point, s'il n'y a pas de loup. L'intérêt de cette maison, de cette inspection, c'est qu'effectivement, vous ne connaissez pas l'ancienneté, vous ne connaissez pas l'histoire de la maison, et ça vous permet un petit peu de vous faire, de vérifier certaines spécificités. Donc, on la recommande très fortement, mais généralement, on ne fait pas d'achat s'il n'y a pas eu de home inspection de pour l'acheteur. Cette home inspection est faite rapidement et l'inspecteur va vous fournir un document avec des points. On va simplifier, ça va être rouge, vert, rouge, orange, vert. Vert, il n'y a pas de souci, l'électricité en bon état, il manque juste 1 ou 2 caches-prises, enfin des petits détails. Orange, attention, le toit est un petit peu vieux, mais bon, il est encore en bon état, il n'y a pas de souci. Et puis rouge, c'est attention, vous avez un problème de sécurité, vous ne pouvez pas habiter ou louer le bien en l'état. Ça peut être, effectivement, je parlais de l'exemple de cache-prise. Bon, bah, ça, vous avez des fils électriques accessibles, donc non, ça c'est un point de sécurité. Vous pouvez avoir des éléments comme ça où il va vous dire bah, attention, vous achetez vous dans la maison, vous avez tel souci, faire attention. Par exemple, en point rouge, j'ai eu sur un achat il y a quelque temps, la maison datait des années 90 et il y avait des tuyaux dans un plastique, des tuyaux d'eau dans un plastique qui vieillit mal. Et donc, en fait, il a signalé dans l'achat, attention, vous avez des tuyaux faits dans cette matière-là qui peuvent exploser. Prévoyez des travaux dans les mois, semaines à venir pour être sûr de ne pas avoir un dégât des eaux important. Donc voilà, ça c'était prévu. On a été informé, on a profité pour négocier un peu le prix de l'autre côté. Mais voilà, c'est important de faire passer un home inspecteur pour l'inspection de la maison. Je rajoute juste un petit paragraphe sur ce qu'on appelle la wind mitigation. Wind mitigation, c'est une inspection de résistance au vent. Ça va être important, en particulier quand vous habitez sur les côtes, parce que c'est la résistance en fait au cyclone. C'est important aussi quand vous faites un emprunt, parce que ça permet de réduire l'assurance, enfin si la maison est en bon état, de réduire l'assurance sur la maison. Et ça vous permet, vous, de savoir à quel niveau est la maison au point de vue résistance au vent. Donc voilà, ça fait partie des petits points où une inspection, ça va vous coûter 300, 500 $
sous la surface de la maison. Mais ça peut aussi vous soulever un certain nombre de loups, donc on la requiert et à chaque fois. Voilà donc pour la home inspection et la wind mitigation inspection. Là, je laisse la parole à Sylvain. Alors, juste, je rajouterais juste un truc sur l'inspection. Comme pour les agents immobiliers, comme pour tout, faites attention à qui vous la faites faire, cette home inspection. Nous, en l'occurrence, le home inspector avec lequel on travaille, qui s'appelle Thomas en l'occurrence, Thomas, c'est un général contracteur. C'est-à-dire, c'est un gars qui construit des maisons de A à Z. Et honnête, alors que vous pouvez avoir des home inspectors qui, avant, étaient vendeurs de voitures. Non, Thomas, il construit des maisons de A à Z et il fait une home inspection. Et on assiste au home inspection avec lui. Et c'est vraiment important parce qu'il nous donne, il a vraiment l'œil du constructeur. Et en même temps, on peut lui poser des questions sur des améliorations qu'on souhaiterait faire. On a eu le cas typiquement sur la maison d'une cliente qui souhaitait faire des modifications. Elle était présente pendant la home inspection. Comme il est général contracteur, il lui a posé un certain nombre de questions. Il y avait une extension qui avait été faite. Elle lui a demandé si l'extension avait été faite correctement. Et puis, elle voulait faire, elle, en plus des modifications. Et là, il lui a dit, bah oui, ça, en faisant comme ça, comme ça, comme ça. Mais attention, ça peut coûter cher parce qu'à cet endroit-là, le linteau, il va falloir changer le linteau. Enfin bon, clairement, voilà. L'inspecteur lui-même, c'est important. Là, encore une fois, ça rejoint l'avantage, si vous voulez, qu'on est quand même sur Orlando, enfin en Floride depuis 10 ans. On a un réseau de connaissances et on a sélectionné les professionnels avec lesquels on travaille. Alors, frais et titres de propriété. Alors, si on va parler des frais rapidement, à savoir qu'à l'acquisition, vous avez assez peu de frais. Globalement, tous les frais sont à la charge du vendeur. Donc, quand on parle de frais de notaire en France, souvent, c'est, je ne sais plus, 7 ou 8% de l'acquisition. Non, ici, sur une acquisition à 280 000 $, en tant qu'acheteur comptant, pas si vous êtes à crédit, mais en tant qu'acheteur comptant, au sens cash, en tant qu'acheteur comptant, vous aurez 1000 à 1500 $ de frais, grand maximum. Si vous achetez à crédit, c'est différent parce qu'il y a pas mal de frais relatifs au crédit en lui-même. Des taxes, des timbres, des taxes relatifs au crédit. Bon. Alors, bien entendu, les frais d'ailleurs d'agence immobilière sont aussi à la charge du vendeur. Alors ça, bien entendu, il faut retenir que c'est bien quand on est acheteur, mais si un jour vous revendez le bien, à contrario, ça sera à votre charge. Donc, le jour où vous revendez, globalement, vraiment à la louche, je dirais que les frais seront de l'ordre de 8%, 6% de commission d'agent immobilier, 3 pour chaque broker, 3 pour le broker d'acheteur, 3 pour le broker du vendeur. Donc 6% de commission et à peu près 2% de frais de titres de propriété, etc. Donc ça, c'était pour la partie frais. Le titre de propriété. Le titre de propriété, en France, c'est pas compliqué parce qu'en France, quand vous avez un titre de propriété, globalement, il n'y en a pas 50 sortes de titres de propriété. Et si le notaire a bien fait son boulot, vous avez un titre de propriété vierge de tout problème. Bon. Aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de titres de propriété. Alors, ce que nous, on va appeler titre de propriété en France, on va déjà le scinder en deux aux États-Unis. On parle d'un côté du deed, qui est le titre en lui-même, et de l'autre côté de la title insurance. Alors, le deed déjà, le titre de propriété en lui-même, ce qui vous confère la propriété du bien. Le deed, il y en a plusieurs types. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est que, sauf cas exceptionnel, alors ça peut être le cas sur les immeubles, où là, c'est un petit peu différent. Mais sur une maison, sur une townhome, sur un condo, vous allez avoir un General Warranty Deed. C'est le titre de propriété qui vous couvre le plus. Un General Warranty Deed, c'est un titre de propriété qui a été purgé de toute dette, de toute hypothèque, de tout. Quand vous avez un General Warranty Deed sur un bien, vous avez un bien qui est vierge de toute opposition, de tout problème. Bon. Mais il y en a d'autres types. Il peut y avoir un Special Warranty Deed. Ça peut arriver dans le cadre des immeubles. Faire très attention au Special Warranty Deed parce qu'il vous couvre principalement sur la période pendant laquelle le propriétaire précédent a été propriétaire. Si vous tombez sur un marchand de biens et qu'il a été propriétaire 8 jours, il ne vous couvre pas beaucoup. Donc attention au Special Warranty Deed. Le pire étant le Quit Claim Deed. Le Quit Claim Deed, en gros, c'est je donne cette maison à mon fils
mais je lui donne en même temps les dettes. Je change le nom sur le titre de propriété, mais il se charge de payer le crédit, il se charge de payer les taxes en retard, etc. Je change juste le nom. Alors, par exemple, nous avons fait un quick claim deed récemment parce que nous avons un bien qui appartenait à une société, on l'a transmis à une autre société. Bon, en gros, c'est la main gauche qui donne à la main droite. Donc, on a fait un quick claim deed parce que c'est ce qui est le moins cher. Si vous achetez un bien en Floride, vous ne voulez pas un quick claim deed. Hein. Vous voulez un general warranty deed. Bon. Maintenant, quand bien même vous avez un general warranty deed, tout ça, on parle des oppositions qui sont visibles. Mais admettons que le vendeur, il a fait refaire la salle de bain 15 jours avant de vendre, puis il a oublié de payer le plombier. Et là, le plombier, il se réveille une semaine après la vente, et il voit que ça a changé de nom. Il va faire une opposition sur le bien en disant « moi, j'ai fait des travaux sur cette maison, je veux être payé. » Et la title company, l'organisme de title company sera un petit peu l'équivalent du notaire. La title company qui va réaliser la vente n'a pas eu connaissance de cette opposition. C'est là qu'intervient la title insurance. La title insurance, c'est payé par le vendeur encore, et c'est une assurance qui couvre le titre de propriété contre tout défaut qu'il pourrait y avoir. Et là, ce qui sera important aussi, ça sera de regarder la title insurance. On reçoit ce qu'on appelle un title commitment, de regarder ce document-là et de s'assurer qu'il n'y a pas des exceptions dedans. Et typiquement, je connais quelqu'un qui a acheté un bien à Orlando, largement avant qu'on soit dans ce métier, qui n'a pas fait attention en lisant la title insurance, et il n'a pas vu que la title insurance, il y avait une exception qui concernait un procès qui était en cours. Et là, il vient de recevoir une facture de 100 000 $ à payer. Donc, c'est là que nous, on regarde les exceptions. Et s'il y a quelque chose qui nous paraît louche, on va creuser ça, de s'assurer avec la title company, avec le propriétaire précédent, qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux dans cette affaire-là. Encore une fois, le but, c'est vraiment de vous expliquer, et de faire en sorte que chaque client qu'on accompagne, c'est un client qui maîtrise la transaction de A à Z. Si on fait ce type d'intervention comme aujourd'hui, c'est pour que vous ayez un niveau de connaissance qui vous permet d'acheter un bien en Floride, comme si vous achetiez un bien à Lyon, à Paris, à Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmite, c'est en Haute-Loire, ou dans n'importe où. Voilà. Alors, la rentabilité. C'est un vaste sujet parce qu'en plus, c'est un vague sujet. Qu'est-ce qu'on met dans la rentabilité? Alors après, vous allez avoir la rentabilité brute, le prix de l'achat par rapport au loyer. Mais là, après, il faudra bien noter que pour calculer une rentabilité, il faut intégrer la property tax, équivalent de la taxe de propriété en France. Vous avez aussi ce qu'on appelle les HOA, dont Sylvain parlait tout à l'heure, les charges de copropriété. Vous avez de moins en moins en Floride de biens à vendre hors HOA, c'est-à-dire hors lotissement. Et donc, en fait, vous systématiquement allez avoir des charges. Quelquefois, la rentabilité brute va être magnifique. Et puis, en fait, quand on rajoute les différentes lignes de l'entretien du bien, des taxes et des HOA, eh ben, finalement, vous avez quasiment plus de rentabilité parce que tout se rajoute. Chaque fois qu'on fait un calcul de rentabilité, nous, on va intégrer donc les charges de copropriété, la property tax. Alors, on va regarder sur le site du County à quel montant était la property tax l'année d'avant. Donc, comme ça nous donne, si on rajoute 1 ou 2%, ça nous donne généralement une bonne idée de la property tax. On va rajouter l'entretien, un pourcentage qu'on va appeler travaux. Alors, ça va peut-être pas être chaque année, mais ça peut être une fois tous les 3 ans, changer le frigidaire. Ça peut être une fois tous les 6-7 ans, repeindre ou changer la moquette. Voilà. On va rentrer tous ces éléments-là dans un calcul de rentabilité pour être sûr que vous ayez une vraie rentabilité quand vous faites votre prévision et non pas une surprise chaque fois que j'ai ça à changer, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Donc, c'est vrai que le taux de rentabilité, c'est vraiment, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment important. C'est là, par exemple, qu'on a la différence entre une maison, un condo et une maison mitoyenne. C'est-à-dire la maison, vous allez entretenir les espaces verts, mais aussi le toit, les murs extérieurs,
passer le pressure washer à l'avant et à l'arrière pour que ça soit net, etc. Parce que ça va être réclamé par la copropriété. Si vous avez un condo, tout ça, c'est pas à votre charge. Par contre, vous payez beaucoup plus de charges parce que généralement, ils ont l'entretien de tout l'immeuble, quelquefois aussi l'assurance de tout l'immeuble. Donc, en fait, c'est vrai que c'est vraiment au cas par cas qu'on calcule une rentabilité. Et donc, c'est vraiment, ça fait partie de notre travail. Quand on recherche des biens avec vous, on regarde bon, ben, qu'est-ce que les HOA couvrent, qu'est-ce qu'on est obligé de faire de notre, enfin, qu'est-ce que vous serez obligé de faire pour entretenir votre bien correctement. Et on essaye de prévoir l'essentiel des travaux pour vous donner une meilleure image de la rentabilité. Donc, voilà, comme on calcule pour nous la rentabilité, ça nous donne généralement des chiffres entre 5 et 7%, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Ça va dépendre aussi de où on est et de ce qu'on achète. Voilà, si Sylvain a des commentaires à Et c'est quelque chose qui ajouter. peut évoluer dans le temps aussi, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. La bonne surprise du client, la bonne surprise du client qui a vu son loyer passer de 1006 à 1750. À l'époque, on était pour lui sur une rentabilité aux alentours de 6. VDH pas très élevé. C'est un bien vraiment, il est vraiment très 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 belle affaire. Il a surtout une particularité ce bien, c'est qu'il a une vue exceptionnelle. Il a une vue sur un lac qui est vraiment extra. C'est un bien où je vivrais honnêtement, tellement il est beau. Toujours est-il que lui, pour le coup, en passant à 1750, sa rentabilité a augmenté de façon non négligeable. Alors, emprunter. Est-il possible d'emprunter pour acheter en Floride? Oui, c'est possible. Il y a deux cas de figure. Soit vous empruntez aux USA, soit vous empruntez en France. Alors, dans les deux cas, on a des partenaires. Là aussi, des partenaires avec qui nous travaillons depuis longtemps, des gens sérieux, que ce soit en France ou aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, pour un investisseur étranger, c'est assez rigide. Hein. C'est-à-dire que la durée, c'est 30 ans. L'apport, ça sera 25 à 30% minimum. Les taux, c'est entre 4 et 4,70 actuellement. On a appelé ce matin, un quart d'heure avant le webinaire, on a appelé notre partenaire pour lui demander qu'est-ce qu'elle pratiquait à l'instant T. Donc, c'est 4 à 4,70. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de risque de devise parce que vous empruntez dans la même devise que la devise dans laquelle vous touchez vos loyers. Donc, pour le coup, là, la devise vous avantage, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous savez, l'historique dollar-euro, il est quand même fluctuant. Hein. Donc, pour le coup, si vous empruntez dans la même devise que le bien, vous n'avez pas de risque de devise. Bon, vous fixez clairement dans le temps votre marge. Deuxième cas, emprunter en France. Là aussi, on a un partenaire. Alors, ce n'est pas une banque, ce partenaire. Hein. C'est un intermédiaire en opération de crédit qui s'est spécialisé dans les opérations de Français investissant à l'étranger. Pourquoi ce n'est pas une banque? Parce qu'on s'est arraché les cheveux avec chaque banque. Bon, j'ai quand même travaillé 20 ans dans la banque. Donc surtout en plus 20 ans dans le crédit. Donc, c'est vraiment ma partie. Je sais parler aux banquiers, parce qu'il y a quand même un langage bien particulier. Le banquier parle sa propre langue. Ça n'empêche qu'on s'est un peu arraché les cheveux avec certaines banques. Je ne donnerai pas de nom pour ne pas être désagréable. Il y en a certaines qui sortent du lot quand même pour leurs complications. Hein. Donc aujourd'hui, on passe par un intermédiaire en opération de crédit spécialisé dans ce domaine-là. Alors, les taux durée apport, c'est différent selon les cas. Hein. Là, il n'y a pas de règle pour le coup, parce qu'elle, comme elle est intermédiaire en opération de crédit, elle a plein de possibilités. Par contre, clairement, il faut avoir du patrimoine en France. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas prendre une garantie sur le patrimoine aux États-Unis. Concrètement, ils ne vont pas pouvoir venir prendre une hypothèque aux États-Unis. Donc, globalement, ils vont regarder quelles garanties ils peuvent prendre sur des biens en France. Des biens, des placements ou autres. Mais en tout état de cause, un banquier prend toujours une garantie. Pour le coup, par contre, alors les taux sont plus bas globalement. Par contre, les taux sont plus bas. Par contre, vous avez un risque de devise parce que vous empruntez dans une devise et vous investissez dans l'autre. Donc là, clairement, votre mensualité va être fixe en euros. Mais comme vos loyers, si on les rapporte en euros, vont fluctuer dollar-euro, il peut y avoir un risque de devise. Donc là, encore une fois, des partenaires sélectionnés pour leur réactivité, pour leur sérieux. Voilà.
C'est encore moi, le property manager. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question, les 2 minutes, j'ai vu, est-ce que vous faites la gestion locative? Oui, nous faisons la gestion locative, mais uniquement à l'est d'Orlando. C'est-à-dire, en gros, vous verrez, nous, quand on conseille pour choisir un bon property manager, on vous conseille d'avoir un property manager qui n'est pas loin des biens. Parce que s'il est loin des biens, ça sera compliqué de s'y rendre. Et globalement, les locataires peuvent être insatisfaits, vous allez avoir pas mal de problèmes. Donc, il faut être sur un property manager qui est dans un rayon, je dirais, de 30 minutes autour des biens. Et concrètement, on fait la gestion locative. On ne fait la gestion locative que pour les clients qu'on a accompagnés dans leur achat. On ne fait pas de gestion locative pour des gens qui auraient déjà acheté par ailleurs. On n'a pas un développement volontaire là-dessus. On accompagne nos clients. Voilà. On aide nos clients, on accompagne nos clients. On a des tarifs globalement plus bas que la concurrence, encore une fois, parce qu'on s'est limité géographiquement à des types de biens où on pourra intervenir rapidement. Alors, pour identifier un bon property manager, je vous l'ai dit, il faut qu'il habite pas loin des biens. Faut s'assurer qu'il ne surcharge pas le propriétaire pour les travaux, voire qu'il ne cherche pas des travaux qui n'existent pas. Alors, c'est sûr qu'à distance, c'est là le problème. À distance, ce n'est pas toujours évident. Donc, vous voyez bien, malheureusement, vous le verrez à l'usage. Alors, qu'il y a une tarification très claire, qu'il y a un contrat très clair de property management avec vous, et qu'il y a une tarification très claire dans son contrat. Alors, nous, ce n'est pas compliqué. Le contrat de property management, c'est le contrat standard de Florida Realtor. Donc on applique les clauses standards avec les tarifications qu'on a définies nous, mais les clauses sont standards. Il n'y a pas de clause piège, c'est les clauses de Florida Realtor, le contrat qui est revu chaque année par Florida Realtor. Qui a une excellente communication avec les propriétaires, a un outil de suivi. Alors, nos clients ont un outil de suivi en ligne de leurs biens. Et je dirais qu'il y a aussi une excellente communication avec le locataire. Et alors là, typiquement, ça c'est une idée de Daphné, qui a été une excellente idée aujourd'hui. Chaque année, au moment de Noël, on envoie à nos locataires une carte vœu, mais on leur envoie une carte Amazon de 25 $. On leur envoie un petit présent, 25 $ par locataire, ça ne fait pas de mal à notre compte d'exploitation. Par contre, ça fait beaucoup de bien aux relations avec le locataire. Et résultat, si un jour on ne peut pas intervenir tout de suite, etc., le locataire n'a pas du tout la même réaction que si il y a un rapport froid, etc. Quand on rencontre tous les locataires, hein. Toutes les visites des locataires, c'est nous qui les assurons. Donc on est sur place, on rencontre vos futurs locataires. Le courant avec le locataire est un des... Alors bien entendu, il y a aussi toute une étude, hein, il y a un background check, on check leur historique, on a accès à leur... comment on appelle ça en français? Casier judiciaire. On a accès à leur casier judiciaire, on a accès à leur credit score. Donc quand quelqu'un, il nous donne son numéro de sécurité sociale, qui est un numéro d'identité, on sait tout du locataire. Hein. Donc concrètement, quand on signe avec un locataire, déjà on sait beaucoup de choses de lui. Mais l'autre chose, c'est on a aussi le climat qu'il y a eu pendant l'entretien. Et par exemple, Daphné m'avait fait la remarque d'une locataire qui avait demandé à quitter, si elle devait quitter ses chaussures avant de rentrer. Typiquement, quelqu'un vous demande s'il doit quitter ses chaussures avant de rentrer. C'est tout bête, mais c'est une indication. Bon, le property manager, il doit faire la part des choses. Il ne doit pas toujours donner raison au locataire, pas toujours au propriétaire. Alors, on est souvent au bureau des pleurs. Hein. Le locataire vient se plaindre et le propriétaire vient se plaindre. Bon. Et le property manager, il publie les biens très, 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 très largement. C'est-à-dire que nous, quand on liste un bien pour le louer, il est partout. Il est partout. Il est sur tous les réseaux sociaux. Il est sur tous les sites, Zillow, Realtor, Trulia, tous les sites. Et il est, par exemple, sur Facebook Marketplace, qui a l'avantage d'être très local. Et c'est inimaginable les retours qu'on a avec Facebook Marketplace. Tu as des choses à rajouter, Daphné? Non, rien à rajouter là. Alors, rassurer correctement son bien en Floride. C'est un vaste sujet. En Floride, alors, à part quand vous avez emprunté, ou dans ce cas-là, généralement, l'assurance va imposer que votre bien soit assuré, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de vous assurer. Après, c'est vos risques.
faut bien regarder en fait, quand vous achetez un bien, déjà, il faut se faire analyser le bien. Vous avez des risques un petit peu particuliers ici avec les cyclones. Donc, c'est vrai qu'au moment où vous faites l'inspection, au moment où vous faites l'offre, nous, on va déjà regarder comment la maison se situe par rapport aux normes de la Floride. C'est-à-dire, est-ce que si vous êtes en bord de mer, est-ce que la maison est récente? En gros, on va simplifier, plus la maison est récente, plus les normes de construction sont strictes et plus la maison est protégée pour les cyclones. On avait accompagné un acheteur pour une maison en bord de mer du côté de Sarasota il y a quelques années. La maison, alors mur renforcé, toit renforcé. Dans le garage, ils avaient des panneaux métalliques qui pouvaient fixer avec des fixations rapides sur toutes les fenêtres, etc. La maison était en plus surélevée de 1 mètre par rapport à 1 mètre, un peu plus par rapport à la route. Donc, en fait, s'il y avait vraiment énormément d'eau, elle ne risquait pas d'être inondée et tout. La maison était conçue pour les cyclones. Après, vous allez avoir des maisons qui ont été construites dans les années 90 qui vont être en bois, où à l'époque, il n'y avait absolument aucune norme sur la protection, sur les protections cycloniques. Donc, vous pouvez être dans des zones inondables, etc. C'est vraiment des points qu'il faut regarder. Quelquefois, il va falloir même demander un devis d'assurance avant l'achat, parce que vous allez être sur une maison un petit peu ancienne, pas avec des normes cycloniques renforcées, et, il va falloir faire attention parce que ça peut être le piège. Donc c'est vrai que c'est vraiment, c'est pas obligatoire ici, mais c'est vraiment un élément non négligeable. Vous êtes en Floride, il y a des cyclones, il peut y avoir des orages assez violents aussi. Donc c'est bien de vérifier à ce que son bien soit en bon état et que son bien puisse être assuré correctement, notamment pour les cyclones. Notamment, il y a une étape au moment de l'achat où on regarde si le bien est en zone inondable ou pas. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Voilà sur l'assurance, mais là aussi on vous accompagne. Là aussi nous avons un ou deux interlocuteurs spécialisés dans les assurances des biens qui peuvent nous faire rapidement un devis pour vous donner une estimation de prix sur l'assurance du bien. Voilà. Sur les immeubles, c'est absolument prépondérant. On travaille avec plusieurs clients qui achètent des immeubles. Et là, très clairement, on a eu plusieurs cas récemment où l'assurance a fait annuler le client. C'est quand on a eu le devis d'assurance. Alors, c'est le cas, par exemple, dans le sud de Tampa, la zone South Tampa. Il y a beaucoup d'immeubles à vendre. Quand vous connaissez le coût de l'assurance, vous n'avez plus envie d'acheter. Alors, à savoir qu'effectivement, Daphné le disait, il y a le vent, l'inondation. Le vent, oui, il y a des risques. Le vent, j'allais dire, c'est le plus spectaculaire. Un toit arraché, c'est spectaculaire. Maintenant, des toits arrachés, il n'y en a pas tous les jours. En tout cas, en Floride. Par contre, l'eau. Et l'eau, ce n'est pas nécessairement en bord de mer. Quand il y a un cyclone, il va tomber des fois en quelques heures l'équivalent d'une année d'eau. Et si vous êtes dans un coin où il y a, comme vous voyez ici, là sur la photo, c'est des méandres, mais par exemple, dans Orlando, il y a des lacs. Et si vous êtes au bord d'un lac, les lacs, ils débordent. Donc, c'est là que la carte des flood zones sera prépondérante. Il y a un site d'ailleurs qui s'appelle Flood Factor. Flood Factor, je le mettrai dans le chat, qui est assez intéressant parce que, tiens Daphné, tu peux le mettre dans le chat, Flood Factor, c'est un site assez intéressant justement qui montre le risque de flood, alors flood F-L-O-O-D, Flood Factor, flood c'est inondation. Et ça donne le risque de flood d'un bien. Et c'est une note de 1 à 10. Globalement, jusqu'à 3, même jusqu'à 5. Alors, quand vous avez des biens 8, 9, 10, il n'y a pas très longtemps, on a vu un bien, c'était 9. Il avait, je ne sais plus, 75% de chances d'être inondé dans les 3 ans. Donc bon, c'est... Alors, moi, je rajoute juste c'est que vous allez avoir des biens dans des zones inondables, mais vous allez avoir des biens quelquefois qui vont être adaptés à la zone inondable. C'est-à-dire que vous allez en bord de mer, vous avez des maisons sur pilotis. La maison est prévue pour, entre guillemets, finir dans l'eau.
elle a un pilotis de 2-3 mètres. C'est prévu selon les secteurs. Vous allez avoir. C'est là aussi que l'âge de votre bien peut être important. Quand vous avez une maison des années 80 en bois à côté d'une rivière, ça peut être quand même plus risqué qu'une maison des années 2010-2015, où effectivement, en fait, il y a une grosse scission après 2003. En fait, en 96, il y a eu un énorme cyclone sur la Floride, j'ai oublié son nom, et il y a eu quasiment 30 000 maisons détruites par le cyclone. Et à partir de là, l'État de Floride a durci énormément le code de construction. Et donc, les maisons construites après 2003 devaient suivre des consignes très strictes. Si vous êtes en zone inondable, pas de problème, mais votre maison doit être rehaussée. Donc, soit la maison est sur une butte, et donc en fait, elle est en hauteur, soit elle est sur pilotis. Et en fait, vous allez avoir plein de petites consignes là-dessus. Vous êtes en bord de mer, vous êtes dans les 15 km au bord de mer, long de la mer. Vous avez des fenêtres renforcées ou des protections de fenêtres. Vous avez un toit renforcé, même chose. Voilà, vous avez plein d'éléments comme ça où c'est important de le prendre en ligne de compte et d'être assuré. Alors, on continue. Voilà. La déclaration d'impôt. Donc la déclaration d'impôt, concrètement, il faut déclarer ses impôts. Alors, la première des choses à savoir, c'est qu'il y a... Alors là, je parle aujourd'hui à des investisseurs français qui viennent investir aux États-Unis, qui gardent le statut de résidents fiscaux français. Donc, il y a ce qu'on appelle une convention de non-double imposition entre la France et les États-Unis, c'est-à-dire que vos revenus américains, vous les déclarerez aux États-Unis. Vous paierez vos impôts s'il y en a aux États-Unis, à savoir qu'il y a un amortissement sur 27 ans et demi. Donc, généralement, déjà ça fait une grosse déduction. Donc, ça veut dire que globalement, il y a assez peu d'impôts à payer. Donc, vous faites vos déclarations aux États-Unis, vous payez vos impôts aux États-Unis, vous le reportez en France, parce qu'il y a une case aujourd'hui dans les déclarations d'impôts françaises, si vous avez perçu des revenus à l'étranger, vous allez le reporter. Mais comme vous avez payé vos impôts aux États-Unis, il n'y a pas de double imposition. Vous n'en repayez pas en France. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pas oublier de payer Alors, la deuxième chose, on conseille de le faire à un comptable la première année. Ce n'est pas nécessairement compliqué, ça ressemble beaucoup à la déclaration française. Maintenant, on conseille de le faire par un comptable au moins la première année. Ça coûte entre 400 et 500 $ de le faire par un comptable. En général, ça c'est quelque chose qu'on met dans nos calculs de rentabilité. On le déduit dans le calcul de rentabilité. Property tax, l'équivalent de la taxe foncière. Payez-la. Là, il y a un article dans Orlando Sentinel cette semaine de gens qui n'avaient pas payé leur property tax. La maison a été saisie et revendue. Les gens, ils arrivent pour passer leurs vacances, la maison n'est plus à eux. Alors, soit ils ne savaient pas. Non, bon, acheter un bien en Floride, pas savoir qu'il faut payer sa property tax, faut pas avoir trop posé, ils n'ont pas dû poser la question trop fort quand même. Donc ça, c'est la première chose. Donc bien s'assurer. Et alors, si c'est un tiers qui s'en charge, globalement, nous, on se charge de tout. Par contre, nous ne réglons pas les taxes d'habitation pour nos clients. Pas qu'on ne veuille pas prendre la responsabilité de le faire, mais on estime quand même que ça c'est quelque chose que le client doit être en mesure de faire lui-même. S'il ne paye pas sa property tax, quelque part, il y a un problème. Donc, la property tax, c'est le client qui la réglera par lui-même. On l'aidera à le faire, mais on le laissera le faire. Donc oui, en général, par le jeu des déductions et de l'amortissement, il n'y a quasiment pas d'impôt à payer. À retenir que la fiscalité aux États-Unis, c'est toujours un niveau de l'État dans lequel vous vivez, plus un niveau fédéral, c'est-à-dire Washington. Là, en l'occurrence, en Floride, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Mais on paye de l'impôt à Washington. Tout le monde paye de l'impôt aux États-Unis. Mais par exemple, en Californie, vous payez de l'impôt à l'État fédéral, donc à Washington, mais vous en payez aussi à la Californie. En Floride, non. En Floride, non. On paye de l'impôt sur le revenu que à l'État fédéral. Il y a la possibilité de créer une société qui s'appelle une Limited Liability Company, LLC, ou une corp. Bon, voilà, il y a différentes options. Là, ça mériterait un webinaire tout seul. La question de LLC, pas LLC, corp, pas corp,
c'est vraiment au cas par cas. Alors là aussi, on a des prestataires, on a des gens avec qui on travaille depuis longtemps, et c'est pas nous qui allons vous dire, on a un avis. C'est vrai qu'on aime plutôt pas mal les LLC. On a un avis. Mais, encore une fois, on n'est pas avocat. Donc, on ne va pas se substituer là. Et là, on va vous mettre en relation avec un CPA, un expert comptable, qui analysera votre cas et vous dira, vous, dans votre cas, oui, ça peut être pas mal parce que. Voilà. Ou, écoutez, dans votre cas, franchement, c'est pas utile. Alors, très souvent que j'entends, il faut absolument faire une LLC pour la question de la responsabilité. Bon, si vous avez une bonne assurance, globalement, sur un bien locatif, avant qu'on aille chercher votre responsabilité au-delà du montant de l'assurance, il n'y a qu'un cas, c'est quand vous achetez un bien avec piscine. Un bien avec piscine, là tout de suite pour la responsabilité, je vous dirais faites une LLC, parce que si vous avez quelqu'un qui se noie dans la piscine, là, si vous n'aviez pas fourni la barrière, si, etc., etc., ça peut, on n'a pas de clients qui ont de biens avec piscine. Non, on n'a pas de clients qui ont de biens avec piscine. Là, typiquement, à l'entrée du locataire, si on avait des clients avec un bien avec piscine, alors on a des clients avec des biens avec piscine commune, hein, là c'est complètement différent, piscine du lotissement. Mais si on avait des biens, si on avait des clients dont on gérait les biens avec une piscine, à l'entrée du locataire, je ferais signer un document comme quoi, à l'instant où il loue, toutes les sécurités piscine sont en place. De façon à ce que derrière, ils ne puissent pas rechercher la responsabilité. Voilà, donc on arrive à la fin de notre conférence. On sait bien qu'on ne peut pas suivre tout le monde, mais on va dire soyez accompagnés par des agents immobiliers compétents et expérimentés. N'hésitez pas à poser des questions, partez pas du principe que vous savez, etc. C'est tellement différent de la France, c'est pas les mêmes règles. Voilà, n'hésitez pas à venir. Bon, alors là, c'est pas vraiment encore possible, mais on espère que dans les semaines à venir, ce sera possible. N'hésitez pas à venir visiter, regarder, étudier le terrain pour en savoir plus sur votre secteur. Et euh, et n'hésitez pas, c'est un investissement qui est rentable, qui est plus simple quelquefois qu'en France. Et vous pouvez effectivement vous trouver des jolis petits paradis aussi. Je finirai juste avec notre devise qui est que parce qu'un client informé est un client satisfait, nous vous accompagnons dans vos projets immobiliers en Floride. C'est que voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez le moindre doute et tout, revenez vers nous. On espère avoir répondu à un maximum de questions. Et là, ça va être votre tour. On va regarder s'il y a des questions dans le chat. Il y en a. Il y en a quelques-unes, a priori. Farid en a posé pas mal. Donc, bonjour voilà. Farid. Alors, première question, j'arrive. Ok. On voit bien. Hein. Sarasota Venice. Alors, c'est vrai qu'on ne les a pas nommés. On n'est pas rentré... Si, je les ai nommés justement. Mais c'est vrai que ce sont plus des micro-marchés. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai déjà vendu une maison à Venise. On a été quand même un certain nombre de fois sur Sarasota et tout. C'est vrai que ce soit même chose sur Palm Beach et Miami, on se promène quand même un petit peu sur toute la Floride. C'est vraiment au cas par cas. C'est plus des micro-marchés et il faut vraiment les étudier au cas par cas à ce moment-là. Oui, ce qu'on appelle le saisonnier, c'est le Airbnb. C'est les locations à la semaine, à la quinzaine. Enfin, généralement, c'est plus le week-end. Juste Sarasota et Venise, bon, d'abord, c'est des villes, par exemple, on parlait des écoles, c'est des villes où les écoles sont très bonnes. Donc, c'est un plus. Sarasota, c'est une ville qu'on aime beaucoup parce qu'elle est quand même assez dynamique en dehors j'allais dire, du côté balnéaire de la chose. À noter que dès qu'on va être au sud de Sarasota, par exemple, Fort Myers, Naples, bon, nous, là, ça va commencer à être loin, première chose, hein, Fort Myers et Naples. La deuxième chose, attention, Fort Myers et Naples, c'est vraiment des zones hyper saisonnières. Hein. C'est-à-dire que vous avez de novembre à avril, c'est plein avec les snowbirds, les gens qui viennent des États du Nord et qui viennent passer leurs vacances en Floride. Par contre, de mai à septembre, c'est vide. Alors, ça peut correspondre pour certains Français, justement, parce que c'est un peu à l'inverse des Français.
Mais voilà, c'est clairement quelque chose à prendre en compte, la saisonnalité. Alors, locatif saisonnier, oui, c'est Airbnb, c'est ce qu'on disait, c'est la semaine ou week-end, ça c'est à gérer. Alors, sur la gestion locative, Oui. c'est un petit peu différent, c'est que vous allez avoir la gestion locative vacances, donc là c'est à la semaine et tout, donc ça non, on ne le fait pas. Ça, attention, c'est dans des secteurs très précis, vous avez de plus en plus et des counties et des copropriétés qui le limitent. Et vous avez de la gestion locative classique. Nous, on suit de la gestion locative classique. Dans notre secteur, nous sommes à l'Est d'Orlando. C'est généralement des locations à 1 an. Et on fait cette gestion locative-là. Ceux qui font de la gestion locative, en fait, quasiment de la conciergerie pour les maisons de vacances, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas du tout le même métier. Mais là, on a là aussi des partenaires. Hein. On a là des partenaires. Alors, en tout cas, sur la zone des parcs d'attractions, autour de Disney, c'est là où il y a le plus d'offres et de demandes. On a un couple suisse qu'on apprécie beaucoup, qui sont de très très bons gestionnaires de biens vacances, et c'est avec eux qu'on met les gens en relation. Voilà. Les normes d'isolation sont-elles équivalentes aux normes européennes? Non. Non, là, en fait, il n'y a pas grand-chose d'équivalent. Je crois Non. qu'en matière de bâtiment, Alors, il n'y a rien d'équivalent. en gros, je dirais, plus c'est récent, mieux c'est. Là, ils vont faire attention depuis quelques années, effectivement, à la consommation et tout. Mais il y a autant il y a eu des normes sur autant il y a eu des normes sur les cyclones, autant sur l'isolation, non, il n'y a absolument rien. L'électricité était pas très chère encore récemment. Donc, en fait, les gens, ils s'en foutaient un peu. Enfin, ce n'était pas dans leur préoccupation principale. Après, voilà, va faire partie un petit peu de notre inspection, c'est voir comment elle est isolée. Et quelquefois, on peut faire 2-3 travaux pour améliorer l'isolation avec vraiment des petits outils faciles. Nous, on vient de passer notre propre maison au solaire. Donc les premières des choses avant c'est de l'isoler comme il faut. On avait une maison pas mal isolée. On vient de la passer au solaire et on vient de passer de factures de 350-400 $ par mois à des factures de 50 $. Donc le solaire a une incitation fiscale intéressante. Alors par contre, je ne sais pas si elle est possible sur les biens locatifs, cette incitation fiscale, mais en tout cas, sur la résidence principale, c'était quasiment 30% de la facture qui était prise en charge par l'État. Donc pour un investissement de 20 000 $, une fois les 7 000 $ de réduction d'impôt, pour 20 000 $, on a quand même fait une belle économie, quoi. Alors, y a-t-il des notations par zone inondable séisme? L'idée, c'est un peu le site Flood Factor. Alors, séisme en Floride, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, ça, c'est Californie. Et non, la Terre, elle ne bouge pas. Il y a un autre élément qui s'appelle les sinkholes. Là, pour le coup, c'est des cavernes souterraines qui s'effondrent. Ça, c'est très géolocalisé. Donc ça, de toute façon, là aussi, très clairement, si un bien était sur une zone à sinkhole, on le saurait. Parce que ça, c'est très clairement identifié. Mais on n'a pas de séisme. Et typiquement, pour les floods, il y a la carte classique pour les floods. La zone, si vous êtes dans une zone X, vous êtes dans la zone non inondable. Et après, vous avez des zones AE, vous avez des zones, plein d'autres types de zones. Zone X, c'est non inondable. Mais si vous êtes en zone X, plus le site Flood Factor qui vous met une note de 1 sur 10, là, vous êtes tranquille, vous ne devriez pas être inondé. Ensuite, vos honoraires sont un package Attends, incluant... Quel est le titre de résidence US? Quel titre de résidence US l'achat d'une résidence principale confère? Aucun. Aucun. Acheter une résidence ne donne absolument pas le droit de vivre aux États-Unis. Si vous voulez vivre aux États-Unis, il vous faut un visa. Il y a plein de types de visas. Ça, c'est notre autre activité avec Objectif USA. Mais il y a plein de types de visas. Si vous achetez une résidence secondaire aux États-Unis, l'idéal, c'est de demander un visa B1, B2 qui vous permet de venir vivre 6 mois aux États-Unis. Vous pouvez venir avec un ESTA, 90 jours. Si vous voulez venir plus de 90 jours par an, c'est le cas de pas mal de retraités, par exemple. Vous voulez venir plus de 90 jours par an dans votre résidence secondaire, demandez un B1, B2. Il vous sera octroyé sans difficulté parce que vos revenus sont français, vous êtes retraité, par exemple, vous avez votre résidence principale en France.
Vous aurez un B1, B2 sans aucune difficulté. Et là, vous pouvez venir 6 mois par an. Voilà. J'en ai loupé une ou on n'a pas les mêmes? LLC pour une résidence secondaire, donc ça on a répondu. Alors, pour une résidence secondaire, quand vous la mettez en location et qu'il y a une piscine, c'est là qu'on va vous conseiller de prendre une LLC. Après, si c'est juste pour vous, en fait, ça va être vraiment au cas par cas en fonction du bien et en fonction de votre patrimoine à vous pour voir ce qui est le plus adapté. Attention, il y a une chose juste sur la LLC que j'ai oublié de préciser. Hein. Qui dit LLC, ça ne change pas la fiscalité, hein, parce que la LLC, elle est transparente. Donc, après, il y a des options. Votre LLC peut, sur option, choisir d'être taxé comme une société. Mais la LLC, c'est plus un mode de propriété, ça ne change pas la fiscalité. Hein. Donc, pour votre résidence secondaire, ça ne changera rien. Si vous louez votre résidence secondaire partiellement, ça ne changera rien non plus. Donc, voilà. Voilà. Vos honoraires sont un package incluant l'ensemble des frais, CPA, avocat, etc. Non. 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 Alors concrètement, déjà, la première chose, nos frais, concrètement, un client ne fera pas, sauf cas vraiment exceptionnel, je suis en train de chercher lequel, si vous achetez un bien avec Objectif USA Immobilier, vous ne ferez pas de chèque à Objectif USA Immobilier. Vous allez effectivement, si vous décidez, l'inspection, vous la paierez, donc la facture sera à votre nom. Le CPA, vous le paierez, la facture sera à votre nom. Vous choisirez le CPA, vous paierez, la facture sera à votre nom. Sur la vente, nous, on est payé par le vendeur, en commission par le vendeur. Donc, il n'y a pas de package parce qu'on traite nos clients français comme on traite nos clients américains. Aujourd'hui, on parle d'Objectif USA, mais notre structure principale s'appelle Integrity International Brokers parce que nous avons aussi, heureusement pour nous, des clients américains. Si on dit à un Américain, il y a un package de frais pour acheter avec nous, il va nous rire au nez. En l'occurrence, on vous accompagne, on vous aide, mais on est payé en commission par le vendeur, comme on le ferait avec un client américain. Et je veux dire, de recourir à un CPA ou non, ça sera votre choix. Si vous ne souhaitiez pas une inspection, très clairement, on vous demanderait une décharge de responsabilité. Hein. On vous ferait écrire un courrier par lequel on vous a prévenu qu'on vous conseille de faire une inspection et que vous avez refusé de le faire. L'inspection, c'est 300 $ en général. Le CPA, c'est 400 à 500. Donc voilà. La gestion locative, c'était peut-être ça la question. La gestion locative, c'est 8% des loyers. C'est un demi-mois quand c'est un nouveau locataire. Par exemple, demain on signe avec un nouveau locataire, il y aura un demi-mois en frais. Donc sur un loyer, par exemple, de 1006, on prendra 800 pour trouver un nouveau locataire, faire le bail et se charger de tout. Nos baux sont faits par un avocat. Hein. Faire le bail et se charger de tout. Et si le locataire renouvelle au bout d'un an, c'est 295 $. Et sinon, 8% de gestion locative. Ça comprend 4 interventions sur place par an. Alors, intervention sur place, ça veut dire qu'on va sur place. Maintenant, s'il faut changer quelque chose, forcément, on vous fera payer ça. Si c'est des travaux, typiquement, il faut intervenir sur une prise électrique, on n'a pas le droit. Donc là, ça sera un électricien, donc ça sera la facture de l'électricien. S'il faut changer une serrure, ça, concrètement, on va le faire nous-mêmes. On vous fournira la facture Home Depot, parce qu'une serrure, ça coûte 25 $ à Home Depot. Si on la fait changer par un serrurier, ça coûte 250 $. Donc, globalement, les petits travaux, on les fait. Petits, hein, vraiment petits. Voilà. Je suis mandataire immobilier, je voudrais faire la même chose. En fait, il veut venir prendre notre travail. Ça, très. Je laisse Sylvain parler, c'est plus. Non, c'est très, très, très difficile de s'expatrier aux États-Unis pour les marchés de l'immobilier, pour les métiers de l'immobilier, parce que ce n'est pas porteur de visa. Les visas, globalement, vous obtenez des visas, soit parce que vous avez des compétences exceptionnelles, et je vais être dur, mais avec 200 000 realtors en Floride, ça va être difficile de dire que vous avez des compétences exceptionnelles en étant agent immobilier en France. Vous le prendrez peut-être mal, mais c'est une réalité.
Donc ça, c'est la première des choses pour les compétences exceptionnelles. La deuxième chose, le deuxième cas de visa, c'est si vous créez une entreprise qui crée des emplois. Alors, en tant que mandataire immobilier, généralement, ça ne crée pas d'emploi. Et ou l'autre problématique, c'est qu'avant de commencer, il faut avoir une licence. Et cette licence, pour la passer, il faut avoir un numéro de sécurité sociale américain, un Donc, être SSN. déjà sur le sol américain. Et ce numéro de sécurité sociale américain, pour l'avoir, il faut avoir un visa. Donc, c'est clairement le chat qui se mord avec eux. Donc, globalement, ce n'est pas évident de venir aux États-Unis pour les marchés de l'immobilier, pour les métiers d'immobilier. Savoir combien de temps cela prend pour créer une LLC et le temps également pour acheter un bien. Alors, moi, je vais répondre le temps pour acheter un bien. Le plus court que j'ai fait, c'était 16 jours entre le moment où les clients sont arrivés, qu'on a visité des biens, et le moment où les clients avaient les clés. Bon, c'était un achat cash, donc je n'avais pas de délai spécifique, etc. Mais ça peut être très, très court. Faut oublier les 3 à 6 mois en France. Ça peut être très, très court ici. Donc, c'est vrai que l'achat peut être très vite fait. Créer une LLC, ça c'est plus Sylvain qui va pouvoir vous Alors, répondre. créer une LLC, il y a quelques mois de ça, je vous aurais dit, ça prend 3 jours. C'est un tout petit peu plus long actuellement, ça prend plutôt un mois. Le département d'État de Floride a beaucoup de retard dans le traitement des dossiers. Et donc, ça a plutôt tendance à prendre un mois actuellement. Mais là aussi, quelqu'un qui veut créer une LLC, soit on va lui indiquer des sites internet où le faire tout seul, ce n'est pas nécessairement notre conseil, soit on va lui indiquer un avocat pour le faire, un avocat ou un CPA. Encore une fois, nous, on estime que chacun son métier. On sait créer une LLC, on sait faire. On ne le fait pas parce que créer une LLC, c'est pas juste appuyer sur un bouton et mettre le nom de la LLC. Créer une LLC, c'est quand même plein de questions qui peuvent être relatives à la fiscalité, relatives à la situation patrimoniale. Et là, concrètement, on va laisser un avocat ou un CPA gérer ces questions parce que nous ne sommes ni avocats ni CPA. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'on ne veut pas prendre la responsabilité, mais c'est surtout qu'on estime que c'est des choses où il y a des professionnels qui ont fait des années d'études pour vous répondre et qu'il vaut mieux passer par ces professionnels-là. Investissement rentable, le solaire en Floride. Oui, c'est vrai que le solaire est rentable en Floride. 500 $ pour l'électricité, je relativise. Hein. On a juste 3 enfants qui ne ferment pas toujours la porte entre la salle à manger et la piscine. Et on a 300 mètres carrés. On a essayé de leur expliquer qu'on ne refroidissait pas la Floride, mais ça ne rentre pas toujours dans la tête. Donc, ça, c'était un mois d'été particulièrement chaud où effectivement, ça rentrait et ça sortait 25 fois par jour. On a 300 mètres carrés et une piscine chauffée. Alors vous allez me dire, piscine chauffée, il faut être fou. Il faut être fou. Bon, alors elle est chauffée quand même elle est chauffée quelques mois dans l'année. Mais quand on vit en Floride, on ne peut plus mettre les pieds dans une eau à 21, c'est pas possible. Donc concrètement, moi, la piscine, j'y vais quand elle est à 28. Donc d'où la difficulté. Voilà. Peut-on hypothéquer son bien aux USA pour faire un prêt auprès d'une banque US et réinvestir dans un autre bien? Oui. Enfin, oui. Sylvain. Oui, complètement. Oui, complètement. Ça se fait bien. Quelqu'un qui aura un bien qu'il a payé cash, oui, ça fait ce qu'on appelle un refinancement. Hein. Oui, ça simplifie les choses. Hein. Alors, comment faire un virement aux USA sans trop de frais et pas trop de problèmes? Alors ça, on a 2 sites. On a RationalFX et TransferWise, qui sont 2 sites qui font des transferts internationaux pour des frais raisonnables. Mais attention, au moment quand vous mettez notamment un bien en location, il est conseillé d'avoir un compte bancaire, mais il ne faut pas faire les virements trop tôt. Enfin, c'est au moment de l'achat. On a eu une fois une cliente qui avait déjà viré tous ses fonds sur le compte en Floride en pensant acheter la semaine d'après. Mais en fait, elle n'avait pas noté que pour faire un virement de ce montant-là, la banque va demander sa présence sur le sol américain. Donc, en fait, on a dû faire un système assez compliqué d'autorisation exceptionnelle pour que la cliente qui était en France puisse autoriser la banque américaine à faire un virement de plus de 200 000 $ au vendeur, enfin au notaire. Donc, c'est vrai que généralement, on vous dit gardez les fonds en France le plus longtemps possible, vous ferez le virement au moment de l'achat.
Voilà. Ensuite, réseau de mandataires immobiliers français peut réussir à attirer des Ça, brokers et je ne realtors. répondrai pas parce que on répondra pas à cette question. Je pense savoir pourquoi. Donc, on répondra pas à cette question. En tout cas, pas lors d'un webinaire. Je vais bien répondre à cette question-là en privé, mais pas là. Voilà. Après, non, j'ai Piscine plus d'autres. chauffée. Oui. Piscine Ah, chauffée. effectivement, piscine Bon, chauffée. alors, Oui, on voilà. explique. Hein, de décembre à mars, il fait un petit peu plus frais et l'eau descend pas bas parce que 21 chez vous, c'est chaud, mais chez nous, c'est froid. Donc, en fait, non, on l'allume juste quelques jours en général quand on a un événement le week-end ou qu'on a des enfants qui veulent faire une pool party et tout. On l'allume pendant quelques jours, histoire qu'elle se remonte un petit peu à une température floridienne. Mes enfants floridiens ne se baignent pas dans une eau en dessous de 26, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Nous avons répondu à peu près, vu ma question. Alors, sa Oui, oui, question. la question, Ah non, David, j'ai non, vu la j'en ai une question. autre. Ah, pardon, alors, Est-ce laquelle? qu'une single home est plus difficile à louer qu'une townhome? Non, non. Alors, il y a Oui et non. non. Alors non, il y a la particularité de la problématique de la single family home, c'est que vous aurez plus de frais à votre charge. Parce que dans les HOA, il n'y aura pas le gazon, il n'y aura pas tout ça. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est plus retenu en locatif sur le single family home. La deuxième chose, single family home sont généralement plus chers que les townhomes. Donc, vous allez avoir des loyers plus élevés. Donc, normalement, la rentabilité n'est pas forcément très différente, parce que vous l'achetez plus cher, mais vous la louez plus cher. Mais par contre, plus vous allez monter dans les loyers, et plus vous avez quand même un risque d'avoir des locataires qui, en fait, pourraient acheter pour le même montant par mois. Et donc, vous risquez d'avoir des locataires qui restent moins longtemps. Après, difficile à louer dans le sens mettre du temps. Alors, ça va être fortement fonction de l'endroit où vous achetez le bien, mais je pense que le plus long qu'on ait fait, c'est 15 jours hein, pour trouver un locataire. Je cite souvent cet exemple, c'est un bien qu'on gère qui est dans Avalon Park, donc à 2 pas de chez nous, dans Avalon Park, qui a des écoles extraordinaires. Le bien est vraiment très très joli. On l'a mis un vendredi midi. Le vendredi soir, on avait 3 visites. Le samedi matin, on avait choisi un locataire, on l'avait validé. Entre le vendredi midi et le samedi midi, on avait eu 52 demandes. Donc, et là, on vient d'en relouer un. Donc, celui dont je parlais tout à l'heure, 1 750 $ au lieu de 1 600. J'ai dû avoir 40 demandes. Donc voilà. Après, forcément, vous achetez une single family home, par exemple à Davenport, qui est quand même loin d'Orlando, où les écoles sont pas top, ça va peut-être être plus difficile à louer. Hein. Voilà. Alors, on l'avait loupé. J'ai pas d'autres questions a priori. Comment fait-on pour prendre contact avec vous? Oui, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal de répondre à ça. Alors, oui, c'est sur la diagramme suivante. Bon, d'abord, notre site principal, c'est Objectif USA Immobilier. On aurait peut-être pu mettre nos emails quand même, ça aurait été pas mal. Donc, si vous êtes sur le site, vous avez un formulaire de contact pour nous contacter. Sinon, Sylvain, oui, il marche là, j'espère. Le Sylvain qui vit à Venise et s'occupe de l'immobilier également sur ce secteur. Je ne connais pas un Sylvain à Venise qui s'occupe de l'immobilier sur ce secteur. On intervient aussi sur Venise, on intervient partout. Je ne connais pas d'agent immobilier qui s'appelle Sylvain et qui soit spécialement à Venise. Je connais quand même pas mal d'agents immobiliers francophones, mais pas. Est-ce que c'est moi? Je ne peux pas vous dire. Hein. Donc Sylvain @objectif USA immobilier. Non, le plus simple, contact @objectif USA immobilier.com. Je vais le mettre ici. Voilà, contact objectif USA immobilier.com. De toute façon, on va vous envoyer à tous qui avaient assisté
à ce webinaire. On va vous envoyer un lien pour le revoir, nos coordonnées, toutes nos informations pour que vous puissiez nous contacter si vous avez plus de questions ou si vous voulez tout simplement entrer directement dans la phase pratique et commencer. Voilà, je crois qu'on va pouvoir arrêter ici. Donc, merci encore, merci à tous. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. On espère avoir répondu à un maximum de questions.